Par contre, oui, moi je considère personnellement que si les banques haïtiennes sont aux meilleurs standards, je dirais régionaux, pas forcément peut-être les meilleurs standards internationaux, mais en tout cas des standards suffisants, il n'y a pas de raison pour que des banques internationales ne viennent pas faire des transactions. Alors j'aurais dû dire qu'il y a deux niveaux de normes. Il y a les normes à l'intérieur de la banque, et également des normes du pays, à savoir la réglementation, la banque centrale à mettre tout ça. Ce que je disais, oui, mais ce que je disais à mes étudiants, c'est que bon, l'État, il fait les réglementations qu'il a envie de faire, etc. Rien n'empêche une banque de se mettre elle-même des exigences supérieures. Rien ne l'empêche. Si une banque haïtienne a comme stratégie, je veux être la première banque haïtienne en termes de transactions internationales, il suffit qu'elle prenne comme modèle une banque américaine ou une banque européenne en termes de niveau de contrôle et de critères de contrôle, même si ça va beaucoup plus loin que ce que demande la Banque centrale ou l'État haïtien, tant pis. Parce que sa stratégie, c'est de vouloir continuer à faire des transactions internationales et à permettre la circulation des Haïtiens en Amérique, en Europe, etc. Parce que derrière, il y a tout ça, le fait qu'on ne pourra plus avoir des transactions financières simples avec effectivement tous les Haïtiens qui sont hors d'Haïti. Christine Lagarde, numéro 1 au niveau du Fonds monétaire international, s'est rendue récemment à Wall Street, la grande place financière internationale, pour discuter de tout cela. Est-ce que le Fonds monétaire est un petit peu inquiet par cette situation qui se développe, le de-risking? Disons que quand vous êtes dans des opérations de de-risking, vous éliminez d'abord les risques qui sont le plus faciles à éliminer. Et finalement, fermer un compte en dollars à un banquier correspondant que vous aviez depuis des années, sous prétexte... Parce que qu'est-ce qu'on a dit? On leur a dit, c'est la réglementation. On leur a pas dit c'est du de-risking, on a dit c'est la réglementation. Donc on dit voilà la réglementation, écoutez, non désolé, on aurait bien voulu continuer avec vous, mais la réglementation... C'est le personnel. Voilà, c'est la réglementation fait que voilà. Donc évidemment, parce que j'insiste et je dis que en coupant les banques des pays émergents des circuits financiers internationaux, vous vous allez maintenir l'état de sous-développement. Moi, je suis convaincu de ça. Je veux dire, un des leviers pour sortir du sous-développement, c'est d'avoir la capacité d'augmenter les transactions commerciales internationales, de faire circuler des marchandises, etc. Ça tire la richesse du pays vers le haut. Alors après, oui, il y a des inégalités, tout le monde n'en profite pas, je suis bien d'accord, mais globalement, ça tire le pays vers le haut. Et donc, vous allez faire végéter les pays dans leur... dans leur sous-développement, alors que je pense que les leviers de développement, quand vous voyez l'Afrique du Nord, elle s'est développée autour du bassin méditerranéen, avec l'Europe beaucoup. Ils ne se sont pas développés en restant entre eux. En tout cas, pour l'instant, ça n'a pas fonctionné. Donc il y a toujours des attracteurs qui font que vous tirez les pays autour. Et là, si vous coupez les transactions financières, moi je suis très sceptique quant à vous allez ralentir. C'est pour ça que le FMI s'en préoccupe, parce que vous ne créez plus de richesse, ou en tout cas l'État ne récupère plus de taxes éventuellement. Enfin, vous tirez le PIB vers le bas. Enfin, moi, je suis convaincu que les PIB vont être stagnants, en partie à cause de ça. Donc c'est l'aspect économique de la question, le Fonds monétaire... Clairement, le Fonds monétaire international qui prête de l'argent à ces pays un peu en difficulté, qui compte sur un peu d'activité économique pour être remboursé, vous allez arrêter une partie de l'activité économique si vous ne pouvez plus faire du correspondent banking entre les pays. C'est évident. C'est sûr. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole, sur Télémétropole, le rendez-vous économique. On prend la pause et on se retrouve dans quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission. T'aimes raconter nous histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièces monnaie. Bonjour messieurs. Bonjour. T'as aimé changer l'argent ça yo en pièces monnaie s'il vous plaît. Désolé madame, pas de monnaie. Hein? Mes amis à toi, à qui sa banque ça utile même. Li pas jamais de monnaie, ça fait me songer problème de gain action client. Client, pas de monnaie de goût et demi. Prends ti surette pour passer dans bouche là. Chéri amour, c'est pas l'argent, mais monnaie en pièces c'est l'argent. C'est pas bon petit monnaie non. Comment on va le compléter comme camionnette là? Moi pas décourager non. Moi t'ai passé dans l'autre banque. Bonjour. Bonjour, c'est monnaie en pièces au besoin? Mais banque qui fait travail li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas bon service là. Merci en pile. Inquiète belle madame, nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, ou toujours payer ça ou pour payer sans été ni mettre.
Banque centrale gen monnaie 5 kob, 20 kob, 50 kob, good ak 5 good. Monnaie banque pour la, ba ou monnaie. C'est droit ou et c'est des voiles pour le servir. Pas pran priya nan men aucune banque. Parce que banque centrale bay toute banque monnaie. Li campé ba côté, la défense intérêt, la fait affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans manque, l'op ses clients Soje Bank, Soje Bank, toujours bas côté mes amis, Soje Bank, toujours bas côté, Soje Bank, toujours bas côté mes amis, Soje Bank, toujours bas côté, Soje Bank. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique. Notre invité Éric Lamarque, qui nous parle d'une situation qui nous préoccupe sérieusement dans le pays, à savoir la situation bancaire, le de-risking, tout ce qu'il y a comme problème. Et il paraît qu'il y a une différence qu'il faudrait faire entre l'aspect du de-risking et le blanchiment. C'est beaucoup plus large. Oui, parce que de-risking, c'est un terme générique pour dire que vous allégez les bilans et, je dirais, et l'exploitation des risques en général. Or, dans les risques, il faut quand même distinguer les 3 grandes catégories de risques que subissent un établissement financier. Un établissement financier, il subit du risque de crédit, c'est classique, il subit du risque de marché, notamment le taux de change, pour ici surtout, ou alors après, quand on a un marché financier, il y a des risques de taux d'intérêt, des risques sur la valeur des actifs, des actions, etc. Et puis surtout, il y a des risques opérationnels. Donc vous n'avez pas, c'est pas la même dynamique. C'est pas la même dynamique. Le risque de crédit, on voit bien, je prête à des gens le moins risqué possible pour qu'ils puissent me rembourser. Donc le de-risking dans ce cas-là, c'est sélectionner les meilleurs clients avec la probabilité d'être remboursé extrêmement forte. Et vous ne faites pas des crédits à des gens qui ont une probabilité de ne pas vous rembourser que vous jugez trop élevée. De-risking pour le risque de marché, c'est je réduis ma spéculation, je réduis mes achats d'actifs, je réduis tout ça pour ne pas subir, comme on l'a eu avec la crise de 2008, des mouvements de marché qui sont très défavorables ou des pertes de valeur très fortes sur des actifs. Et puis vous avez le risque opérationnel. Comment vous faites du de-risking sur le risque opérationnel ? Le de-risking pour le risque opérationnel, pour moi, c'est le contrôle interne. Vous mettez un système de contrôle, ce qu'on disait dans la deuxième partie de l'émission, vous mettez un système de contrôle qui va diminuer la survenance de ces risques opérationnels. Parmi ces risques opérationnels, moi je considère aujourd'hui qu'un des plus importants, c'est le blanchiment d'argent. Vous voyez, donc le blanchiment d'argent, c'est une partie du risque dans le risque opérationnel. Mais en termes d'image, de réputation, en France, en termes de risque pour les dirigeants, un dirigeant de banque qui hébergerait des comptes de mafieux, de terroristes, sans le savoir, évidemment, sans le savoir, il ira en prison. Il ira en prison. Oui, c'est le risque pénal le plus élevé. Donc le banquier doit surveiller. Bien sûr. La première chose qui envoie un banquier en prison en France, c'est quand par mégarde, par négligence, par mauvaise qualité de son contrôle interne, il a ouvert des comptes à des criminels ou à des organisations terroristes. Clairement. Alors s'il est complice, c'est normal, mais si c'est juste parce que sa banque est mal organisée, il se retrouve accusé, criminel, alors que, bon, il a juste mal géré sa banque. Vous me direz que c'est Know grave. your customer. Voilà, donc connaissez vos clients, etc. Donc parmi les procédures les plus sensibles que l'on met en place, c'est effectivement le KYC, donc Know Your Customer. Comment vous allez faire ? Comment vos systèmes informatiques détectent des mouvements de fonds qui sont suspects ? Comment on fait le lien entre votre activité professionnelle et les mouvements de fonds que vous avez sur votre compte ? Je vous donne un exemple. Vous êtes un salarié français, vous gagnez 2 000 € par mois, vous vendez votre maison, vous avez donc peut-être 100 000 €, 150 000 € qui arrivent sur votre compte. Le système interne de la banque doit vous alerter en disant « Attention, il y a une transaction anormale sur le compte de cette personne. Ça ne correspond pas à son activité professionnelle. » On va vérifier, on voit qu'il y a eu une vente, donc c'est bon, on referme le dossier, il n'y a pas de problème. Si par contre on voit une transaction qui arrive de 200 000 € qui arrive d'Haïti, la personne, elle ne va jamais à Haïti, elle ne travaille pas avec Haïti officiellement, là vous êtes sûr, dans une banque qui a mis en place le contrôle interne, que cette transaction va être pistée, et on va voir
Et même la banque va alerter les autorités pour dire attention, j'ai eu une transaction. Donc il y a des systèmes d'alerte. Il y a des systèmes d'alerte. Alors quand on a beaucoup de clients, c'est le système informatique. Normalement, le système informatique est paramétré pour déceler ces mouvements de fonds anormaux. Il est par exemple aussi paramétré pour déceler, quand on analyse, quand vous ouvrez un compte bancaire chez nous, il faut le document d'identité. Donc on donne le document d'identité, il est scanné, il est analysé par un logiciel, et si on décèle des anomalies dans ce document, c'est-à-dire peut-être qu'on nous a présenté un faux document d'identité, on a une alerte et on ne devrait pas ouvrir le compte. On a totalement l'interdiction d'ouvrir un compte bancaire sans avoir le papier d'identité sous la main. Okay. Voilà, donc, il y a tout un tas de dispositifs, plus ou moins connus, parfois qui sont secrets, parce que les banques ne veulent pas, c'est concurrentiel, donc les banques ne veulent pas le citer. Et le rôle des administrateurs, mon rôle, c'est de vérifier que tout ça est en place. Et d'alerter le dirigeant en disant, attention, est-ce qu'on est bien aux normes, est-ce qu'on est bien au niveau, est-ce qu'on a le meilleur logiciel de détection, etc. etc. Et là encore, la technologie aide considérablement. La technologie aide beaucoup parce qu'on a des grandes masses de clients. Yeah. Bases de données. Parce qu'il suffit d'un seul compte. Hein. Ouais. Moi, dans mon établissement, j'ai 1 million de comptes. J'ai 1 million de comptes. Comment je suis sûr, c'est un vrai sujet d'inquiétude, comment être sûr qu'il n'y a pas au milieu de tout ça quelqu'un qui a réussi à se faufiler dans le système et qui a ouvert un compte et qui est un criminel notoire, encore pire, un terroriste. Parce que si un jour on découvrait que de l'argent a transité par les comptes d'une banque ou française ou américaine, ce serait un scandale majeur. Alors qu'on est de bonne foi, alors qu'on a fait tout ce qu'on pouvait, on a dépensé de l'argent, mais les médias ne se priveraient pas de... Et voilà, donc non seulement il y a un gros risque pour les dirigeants, mais surtout il y a un gros risque de réputation. On a tous très peur. Le contrôle interne, ce n'est pas simplement l'aspect financier, le contrôle technologique. Non, c'est la procédure, c'est l'organisation et la procédure. Hein. Donc aujourd'hui, nous, on a beaucoup travaillé pour essayer d'avoir, d'abord pour bien écrire toutes nos procédures. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on ouvre un compte? Qu'est-ce qu'il faut faire pour connaître ses clients? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on ouvre un crédit? Donc, on a bien écrit toutes nos procédures. On a dit où il fallait contrôler chaque étape de la procédure. Et puis après, on met un système pour vérifier que ces contrôles sont effectivement faits, qu'on ait les résultats de ces contrôles. Et on a des auditeurs, des gens qui passent à l'improviste, etc., pour faire ces vérifications. Donc on a des contrôles qui sont permanents. D'ailleurs, on appelle ça le contrôle permanent. Et puis on a des contrôles qui sont périodiques, au hasard. On déboule et puis on vérifie si tout a été bien fait. Où sont les documents? Où est la fiche d'identité du client? Et s'il manque une feuille dans le dossier, la personne sera sanctionnée administrativement par le banquier, par l'entreprise. Donc, non, on fait ça aujourd'hui, on considère que ça fait partie de nos plus grands risques, au moins aussi important que le risque de crédit. Maintenant, on parle de blanchiment d'argent, mais l'évasion fiscale, voilà encore un autre sujet. Alors, et entre les deux visites, il y a eu Panama Papers, ouais. Donc qui a modifié. C'est un sport maintenant, Lionel Messi est l'un des champions. Donc, pour moi, Panama Papers, ça n'a rien modifié. Ça n'a été que la confirmation de choses qu'on savait déjà. Enfin, il faut pas. Tous les gens du milieu de la finance savent bien depuis des années qu'il y a un problème, ou qu'il y avait un problème avec le Panama, qu'il y a potentiellement des problèmes avec quelques îles de la Caraïbe, qu'il y a des problèmes avec Jersey, Guernesey, des îles anglo-normandes qui sont autour de l'Europe. Voilà, le monde financier, c'est le petit secret qu'on avait. Voilà, le monde financier sait qu'il y a certaines zones où on ne contrôle pas très bien l'identité. Et donc on a peur, justement, à cause de l'évasion fiscale, mais au milieu du coup, il peut y avoir des terroristes ou des criminels qui profitent de ça pour y aller. Donc on ne contrôle pas très bien les identités. On ne vérifie pas l'activité des personnes en question. On ne contrôle pas bien l'actionnariat de certaines sociétés qui ouvrent des comptes. Et dans le pire des cas, on ne contrôle pas l'identité et on ne contrôle pas d'où viennent les sommes et on accepte des sommes en liquide énormes. Ça se réduit par rapport à il y a 20 ans, il y a beaucoup moins d'endroits, c'est beaucoup moins facile. Mais je suis convaincu qu'il y a encore des endroits où ça se passe comme ça. Mais le Panama, il y avait des montages financiers, il y avait de la gestion privée, il y avait tout un tas de dispositifs. Mais comment le pays a pu accepter ça? C'est un choix politique. C'est un choix politique. Ça veut dire que les autorités politiques du pays s'y sont retrouvées. Soit ils s'y sont retrouvés parce qu'il y avait un système de corruption et on recevait en échange des pots de vin pour ne pas faire des réglementations adéquates. Ou alors ils s'y retrouvaient parce que du coup, il y a quand même quelques taxes qui sont prélevées. Oui, il n'y a pas zéro taxe, mais par rapport à 30% d'impôts en France, on a 10% d'impôts. Donc les gens, ils vont là. Donc ils se contentent des 10% d'impôts. Là, on a un pays en Europe comme l'Irlande où l'impôt sur les sociétés, c'est 12%. Donc il y a beaucoup de gens, quand ils arrivent en Europe, ils disent je vais me mettre en Irlande.
Voilà, donc, le problème, dans le blanchiment d'argent, je fais une différence un petit peu entre le blanchiment de fraude fiscale et le blanchiment d'argent criminel. Alors ça reste du blanchiment, puisque la justice française dit, dans tous les cas, c'est un crime, dont l'argent qui vient soit de la fraude fiscale, soit du trafic de drogue, c'est du blanchiment d'argent. Bon, ok, très bien. Sauf que dans nos procédures, à nous, c'est pas du tout pareil. Entre quelqu'un qui fait du trafic de drogue et quelqu'un qui fait de l'évasion fiscale, nos systèmes de surveillance, c'est un peu différent, quoi, si vous voulez, c'est un peu particulier. Quelqu'un qui fait du trafic de drogue, il va chercher à dissimuler son identité, il va chercher à donner des fausses informations sur son activité professionnelle, vous voyez, donc il va falsifier beaucoup de choses. Celui qui fait de la fraude fiscale, il va essayer de séparer les flux, il va pas tricher sur son identité, vous voyez, donc il va avoir entre guillemets, une stratégie qui est un peu différente. Il va cibler des pays où on sait qu'il y a une fiscalité avantageuse. Vous voyez, donc ça ne demande pas, en termes de contrôle interne, exactement les mêmes procédures de contrôle. Mais c'est vrai que le risque est identique. Alors, ce que je vois, moi, dans la jurisprudence française, c'est que quand un banquier n'a pas perçu du blanchiment de fraude fiscale, il s'en tire avec un blâme, éventuellement de la prison avec sursis pour le pire des cas, alors que s'il a laissé se développer des activités vraiment criminelles, là il ira en prison. Donc, le régime pénal n'est pas exactement... Il y a des firmes d'avocats qui sont spécialisées en ce genre de choses également. Oui, ben, les firmes d'avocats, à ma connaissance en France en tout cas, sont soumis aux mêmes règles de lutte anti-blanchiment. Okay. Si dans un pays, le système d'avocats n'est pas soumis aux règles de blanchiment, de lutte anti-blanchiment, c'est la porte ouverte à tous les abus. Nous, en Europe, les agents immobiliers, les avocats, les assureurs, les banquiers, vous avez 10 professions qui sont soumises tous aux lois anti-blanchiment. Si vous avez dans un pays qu'une seule profession, le banquier, soumis à la loi anti-blanchiment, vous tapez à côté de 80% des problèmes. Donc il y a un écosystème. Oui, il y a un écosystème, c'est exactement ça. Il y a un écosystème de blanchiment d'argent dans lequel la banque a évidemment un rôle central du fait qu'elle gère les comptes, etc. Mais je pense que si on veut s'attaquer au blanchiment d'argent, c'est à nouveau à plusieurs types de professions et à plusieurs niveaux qu'il faut agir, très très clairement. Et quel avenir pour les paradis fiscaux après Panama Papers? Vous savez, après 2008, déjà, les paradis fiscaux étaient dans le collimateur, puisque beaucoup d'éléments de fraude étaient passés par les paradis fiscaux, etc. Je m'aperçois que 8 ans après, ces paradis fiscaux continuent à exister. Je ne crois pas qu'on ait fermé des paradis fiscaux. Quand vous avez le plus grand paradis fiscal aux États-Unis, dans l'État du Delaware, si vous voulez, il faut que quelqu'un montre l'exemple. Et je m'aperçois que souvent, la France veut montrer l'exemple, mais après, on se retrouve tout seul à avoir fermé nos paradis fiscaux. On a Saint-Martin, qui est pas très loin d'ici. On a beaucoup réduit les capacités, je dirais, entre guillemets, de blanchiment d'argent de Saint-Martin, côté français. Je ne suis pas sûr que du côté hollandais, et je ne suis pas sûr que les îles autour en aient fait de même. Donc qu'est-ce qui se passe? Les gens quittent, viennent à Saint-Martin au restaurant, parce qu'il y a des bons restaurants français, à l'hôtel, etc. Mais les casinos sont du côté hollandais, et ils vont autour dépenser leur argent. Donc du coup, c'est nous qui nous retrouvons un peu, je dirais, les dindons de la farce, comme on dit, parce qu'on a voulu faire avant les autres et mieux que les autres. Moi, je dis, si un jour les États-Unis décident de fermer tous leurs paradis fiscaux, on en reparle, effectivement, pour éventuellement... Il faut que ce soit une décision commune, instantanée et au même moment. Et là, on ferme tout d'un coup. Vous voyez, il faudrait qu'on ferme tous tout d'un coup, tout. Mais si on attend qu'un commence, mais là, finalement... Vous voyez, il y a même des gens, j'ai même entendu des gens dire, vous voyez, depuis qu'on a compliqué la vie des Suisses, qu'on a compliqué la vie des Luxembourgeois, les gens sont partis à Singapour, ils sont partis encore plus loin. Alors on dit oui, mais du coup, c'est plus vertueux, bon, très bien. Mais il y a aussi l'effet inverse, c'est que du coup, alors que les organisations de terroristes ou criminels passaient par la Suisse et par le Luxembourg, du coup, elles passent toutes par des pays qui sont beaucoup plus lointains. C'est pour ça que des pays comme Haïti pourraient être concernés, parce que du coup, on a fait partir, on a réduit les capacités, entre guillemets, des paradis fiscaux au niveau européen, mais du coup, on ne peut plus surveiller les flux, parce que c'était quand même plus simple de surveiller des flux en Suisse que de venir surveiller des flux en Haïti ou de surveiller des flux à Singapour. Donc du coup, je dirais, la poursuite des terroristes, c'est compliqué aussi, parce que autour de nous, on a fait un peu le vide. De-risking, c'est une forme de de-risking, on a fait un peu le vide, et du coup, les transactions se font beaucoup plus loin de chez nous, et les Français
ont du mal à surveiller les flux financiers clandestins ou les flux financiers douteux, parce que du coup, ils n'ont plus les choses sous la main. Est-ce que vous êtes au courant que nous avons une île qui s'appelle la Gonâve? Il y avait un projet, le dernier gouvernement projetait de faire quelque chose de paradis fiscal du côté de la Gonâve. Il y a un décret qui a été émis. Vous n'êtes pas au courant de ça? Non, je n'étais pas au courant, mais... Vous savez, c'est un sujet très... il y a autant de pour que de contre. Si vous placez sur le plan de l'éthique et de la morale purement, c'est vrai que les paradis fiscaux, c'est quand même pas c'est pas logique, quoi. Je veux dire, mais je veux dire, à ce moment-là, tout le monde a la même éthique et la même morale. C'est-à-dire que tout le monde ne fait aucun paradis fiscal. Tout le monde ferme ses paradis fiscaux. À ma connaissance, je crois qu'il y en a au moins encore... Il y a 150 lieux dans le monde qui pourraient être qualifiés de paradis fiscaux. Donc, vous voyez, on est loin du compte... certains disent 200. Oui, donc il y a beaucoup, voilà, il y a beaucoup d'endroits où... Après, qu'est-ce qu'on appelle un paradis fiscal? Si un paradis fiscal, c'est une fiscalité allégée sur les dividendes de sociétés, c'est une chose. Si c'est... voilà, donc vous avez toute une typologie de ces paradis fiscaux. Non, je pense je pense vraiment que si ça doit attirer de l'investissement et pas juste de l'allègement fiscal, allez, au risque de choquer, je veux dire pourquoi pas. Mais il faudrait vraiment s'assurer qu'il y a une redistribution des sommes avec des prêts localement, etc. Vous voyez, donc Parce que les banques correspondantes internationales ont peur de ce genre de mécanisme actuellement. Oui, bien sûr, clairement. Aujourd'hui, la Société Générale a été inquiétée sur... C'était pas une... Là encore, on savait que la Société Générale avait des structures dans ces pays-là. Donc du coup, qu'est-ce qu'on dit? Les banques françaises, très vertueuses, on dit, bon, on ferme tout. On n'a pas aucune chasse. On ferme tout. On ne fait plus, en ma connaissance, les derniers, avec Panama Papers, les dernières choses que les banques françaises pouvaient avoir dans les paradis fiscaux, les gens ont dit, ou c'était déjà fermé, c'était ouvert, c'est vrai, en 2008-2009, mais maintenant c'est fermé, donc il n'y a plus rien. D'accord, mais j'aimerais être certain que les banques américaines n'ont rien dans leurs propres paradis fiscaux. J'aimerais être certain que les banques anglaises n'ont rien dans leurs propres paradis fiscaux. Je suis convaincu du contraire. Je suis sûr qu'elles ont beaucoup de transactions dans leurs paradis fiscaux. Donc, nous, on se tire des balles dans le pied, on est très vertueux, on pourrait dire ça, mais sauf qu'on est les seuls, on est souvent les seuls à le faire. On sait bien, on pourrait avoir la médaille de la vertu et de la morale financière, sauf que, on appelle ça en politique la réelle politique, il y a la réelle économie. Est-ce qu'on doit se priver de ces possibilités-là? Donc le chemin est étroit, la réponse n'est pas aisée à trouver. Votre prochaine visite en Haïti, c'est pour quand? Quand on m'invitera. Donc non, il y a beaucoup de travail à Paris, à la Sorbonne. Voilà, on a beaucoup de développement, on est très, très sollicité. Moi, c'est vrai que je voyage beaucoup. J'aime bien aller dans les pays émergents pour essayer de comprendre comment ça pourrait aller mieux, comment les choses pourraient être tirées vers le haut. Mais avec mes amis à l'INUCA, j'ai dit que j'aimais bien venir, en gros, une fois, tous les ans, s'il peut venir une fois pour parler avec les étudiants, pour parler avec les Haïtiens, moi c'est quelque chose qui me fait un grand plaisir. Pour finir, on a approché de parler du Brexit. En 2 minutes, ça veut dire quoi? Le Brexit, ça a été une surprise, très clairement. Mais ça a montré que l'Europe était quelque chose de partagé uniquement par les classes aisées, par ceux qui sont bien insérés dans l'économie. Ceux qui ont voté contre le Brexit, ce sont les classes populaires anglaises, très très clairement, puisque Londres a voté à 60% pour le maintien, alors que des zones ou des régions plus populaires ont voté à 70% pour le Brexit. Donc on voit qu'il y a une cassure, mais il faut en tirer les enseignements. Je veux dire, c'est fait, c'est fait. Toutes les spéculations tournent autour de la réalité de ce qui va être fait. Il y a même qui disent que ce ne sera jamais, qu'il y aura un changement de gouvernement, et puis qu'on revotera, et puis que finalement rien ne va se passer. Il y a ceux qui demandent, non sans raison, une sortie rapide, puisqu'ils veulent plus, donc on sort. C'est un bon test. Ça reste un bon test pour l'Europe. Honnêtement, si l'Angleterre sort définitivement et qu'il ne se passe rien pour elle et qu'elle continue à vivre comme avant et voire à vivre mieux qu'avant, l'Europe, à mon avis, est mal engagée. Si par contre sa sortie s'accompagne de récession, de difficultés économiques, mais il faut prendre le Brexit de façon plus ample. Il y a des problèmes de défense, il y a des problèmes de sécurité aujourd'hui qui sont aussi importants, voire plus importants que l'économie. Donc je pense honnêtement que sur l'économie, les conséquences ne seront sans doute pas énormes. Par contre, sur d'autres domaines, sécurité et défense,
ils vont se retrouver assez isolés. Je pense qu'ils vont être obligés de retourner un peu plus vers les États-Unis qu'ils ne l'étaient aujourd'hui. Et donc certains disent que c'est peut-être une chance de construire une Europe où économie, sécurité et défense seront des choses qui évoluent ensemble. Alors qu'aujourd'hui, en fait, l'Europe qu'on a essayé de construire, c'est une Europe économique, pour l'essentiel. La défense, c'est pas grand-chose. La sécurité, c'est pas grand-chose. On l'a vu avec les attentats, pas d'échange de renseignements, etc. Peut-être que, du coup, avec cet acteur qui était entre deux eaux déjà, hein, qui n'avait pas la monnaie, peut-être que c'est l'occasion pour ce qui reste de l'Europe aujourd'hui, donc, de construire une Europe puissante, c'est ce qu'on appelle une Europe puissante, c'est-à-dire une Europe qui ait une stratégie globale, économique, politique, de sécurité et de défense. Et là, effectivement, voilà. Donc, c'est comme en stratégie, c'est une menace, mais peut-être une opportunité. On laisse ça pour une prochaine émission. Voilà, merci. Éric Lamarque, merci beaucoup d'avoir eu cette disponibilité pour nous. Je sais que vous êtes très occupé. Donc, on se revoit une prochaine fois. Avec plaisir. Voilà, téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, à la semaine prochaine.